Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Entre deux News sur Reflet TV. Aujourd'hui, nous avons une table ronde passionnante avec 3 sujets au cœur de l'actualité ivoirienne. Les récentes actions diplomatiques de Laurent Gbagbo avec la France et puis la vision de Pascal Affi-N'Guessan pour une 4e république en Côte d'Ivoire. Et la nouvelle réforme fiscale sur le tabac qui fait grimper les taxes de 49 à 70%. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir des invités de choix, des consultants, Arsène Anoma et Gaël Akba, tous deux analystes. Et puis dans la deuxième partie, nous serons rejoints par Lansina Karamoko, analyste également. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci. Tout de suite, place au premier sujet de cette émission. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, renoue avec la diplomatie française. Première question, Arsène Anoma. Nous allons nous intéresser bien sûr à cette approche entre Gbagbo, Laurent et la France. Comment interprétez-vous cette reprise du contact diplomatique entre Laurent Gbagbo et la diplomatie française? Bon, moi j'estime que c'est en la droite ligne des choses. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, M. Béliard, avait déjà reçu le président du FPI, le ministre Thiam. Donc, c'est le PDCI Non, le président du PDCI, excusez-moi pour autant, le ministre Thiam. Donc, c'est tout à fait logique qu'il reçoive le président du PPACI, l'ex-président Gbagbo, étant donné que c'est un parti qui compte en Côte d'Ivoire. M. Gbagbo, en tant qu'ancien président, en tant que leader d'un parti très important en Côte d'Ivoire, ne pouvait pas ne pas être reçu par le diplomate français pour lequel la Côte d'Ivoire représente des enjeux très importants. Donc, à l'orée de cette présidentielle qui s'annonce, il était tout à fait indiqué qu'un diplomate responsable, il puisse s'entretenir avec tous les leaders politiques importants de la sphère du microcosme politique ivoirien. Bien, Gaël Akba, quels sont les enjeux pour vous derrière ce rapprochement entre Laurent Gbagbo et la diplomatie française? Merci Sidik. Effectivement, il s'agit d'une initiative diplomatique de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Et comme Anouman vient de le dire, ce n'est pas que le PPACI qui a été reçu, il y a certains partis qui ont été reçus et d'autres qui le seront. C'est tout à fait normal à un an des élections, avec les tensions qui commencent à monter, avec aussi les sujets qui sont tout le temps abordés par l'opposition. C'est une manière pour la France d'essayer de s'impliquer à un certain niveau. Donc c'est à saluer. Et relativement au PPACI, parce qu'effectivement, comme il a dit tout à l'heure, le président Thiam a été reçu bien avant le président Gbagbo. Vous remarquerez qu'autour du président Thiam, il n'y avait pas assez d'engouement sur cette actualité. Mais le cas de Laurent Gbagbo soulève beaucoup d'interrogations. Parce qu'effectivement, le président Gbagbo a été beaucoup en conflit avec la France. On se souvient en 2002 et 2011. Il a été même débarqué du pouvoir par des frappes des forces françaises. Donc, en ce moment-là, après l'intervention militaire, c'est clair que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, les relations entre la France et Laurent Gbagbo et son parti politique n'étaient pas au beau fixe. Son parti qui se réclame panafricaniste. C'est ça. Mais être panafricaniste ne veut pas dire forcément être opposé à la France. On sait aussi le rôle de la France dans la gestion de nos États. Bien sûr. Mais parmi les panafricanistes, vous trouverez certains qui sont modérés, certains qui sont radicaux. Voilà, c'est pour ça que je dis que être panafricaniste ne veut pas dire forcément être opposé farouchement à la France. Mais les enjeux ici, il y a l'histoire de pouvoir redorer l'image du président Gbagbo, parce que faire la politique, c'est aussi faire preuve de tact, d'intelligence, de stratégie politique. Donc, une telle initiative pourrait, à un certain niveau, redorer son image, montrer aussi la volonté d'apaisement à son niveau. Et puis, à un dernier point, ça pourrait marquer aussi une nouvelle phase que le PPACI veut aborder relativement aux élections à venir. Bien, Arsène Anoma, est-ce qu'on pourrait parler de d'autres objectifs stratégiques pour Laurent Gbagbo derrière cette rencontre? Bon, c'est évident qu'en tant qu'animal politique, en tant que quelqu'un qui a fait la politique toute sa vie, il a dit lui-même, il a fait la politique toute sa vie et il fera la politique jusqu'à sa mort. Toutes les actions que le président du PPACI mène ont des visées politiques, sont dans un objectif politique bien établi par lui. Voilà, il ne mène aucune action politique, il ne rencontre aucune personnalité de ce monde sans avoir un objectif politique personnel à atteindre. Donc pour moi, cette rencontre fait partie
évidemment d'un plan politique bien établi et des objectifs politiques qu'il veut atteindre. L'un des objectifs politiques majeurs, palpables, dès la rencontre, dès même l'annonce de la rencontre, est le fait que ça remet le président Gbagbo en selle sur la scène internationale. Parce que après sa perte du pouvoir, après son incarcération à la CPI, il était une personnalité infréquentable. Puisque, ayant perdu les élections de 2010, il a refusé de céder le pouvoir. Il a fallu qu'il soit débarqué du pouvoir par la communauté internationale avec un mandat onusien. Tout ça, ça ne lui a pas fait bonne presse. Aujourd'hui, il revient de la CPI avec un acquittement. Là, il est reçu par l'ambassadeur de France, à l'initiative de l'ambassadeur de France. Bon, c'est tout bénéfique à lui et il en récolte les bénéfices politiques parce qu'il réintègre la sphère des hommes politiques fréquentables. Voilà. Et il n'est pas reçu par un ambassadeur de n'importe quel pays, l'ambassadeur de France, donc ça le remet en selle. Et c'est un gain politique majeur pour lui à l'orée de la présidentielle de 2025. Gaël, est-ce que pour vous, cette approche pourrait améliorer l'image du président Laurent Gbagbo à l'international? Bien sûr, parce que on se souvient de ces relations conflictuelles avec la France. Et effectivement, à un certain moment, il était considéré comme quelqu'un d'infréquentable, un paria. Voilà, donc aujourd'hui, quand on voit que la France, de par son ambassadeur, se rapproche de lui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne pouvait pas être mieux. Voilà, il n'aurait pas refusé. Parce qu'à un certain moment, il aurait refusé, revenant dans le passé relativement à l'actualité qui était vraiment très chaude. Aujourd'hui, on est passé à une autre phase. Le président Gbagbo se prépare. Parce qu'on le sait, son parti politique lui demande d'être candidat, l'a déjà proposé en tant que candidat. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'il a un projet sous la main. Son projet immédiat aujourd'hui, c'est de pouvoir être rétabli sur la liste électorale. Il a déjà fait des actions diplomatiques dans ce sens au plan européen. Et il essaie de tourner aussi dans certaines chancelleries. Donc aujourd'hui, pouvoir avoir un entretien avec la France de par l'entremise de son ambassadeur, il faut être sûr qu'à tous les coups, ce sujet-là a été aussi abordé là-bas. Donc, il essaie de faire un peu feu de tout bois pour pouvoir se positionner. Bien, allez-y. Je voudrais rebondir sur une chose. Moi, j'estime que, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, le fait que le président Gbagbo rencontre l'ambassadeur de France n'a pas créé beaucoup plus d'engouement que la rencontre entre le président du PDCI et l'ambassadeur de France. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre normal des choses, dans l'ordre normal de la diplomatie politique que les grands États du monde font. Mais il y a eu toute une grande communication autour de celle de Laurent Gbagbo. Non, si on se souvient, la communication a été pareille autour de celle du président du PDCI. La communication a été pareille. Et qui en fait la communication? C'est normal. Ceux qui en font la communication, ce sont les partisans du président Gbagbo. La presse aussi, sans forcément non, mais de toute façon, il est évident qu'on ne peut pas faire la politique actuellement en Côte d'Ivoire sans parler du président Gbagbo, d'autant plus qu'il a été ancien président de la République. Mais c'est un sujet qui intéresse les médias. Non, ça intéresse les médias, mais il ne faudrait pas aussi qu'on en fasse un événement majeur qui cristallise l'attention de tout le monde. En quoi est-ce que cet événement n'est pas majeur? Non, pour moi, ce n'est pas un événement majeur. Ça rentre dans l'ordre normal des choses. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est comme ça que les choses devraient se passer. C'est tout à fait normal. Et d'autant plus qu'il n'a pas été le seul leader à être reçu et il ne sera pas le seul leader à être reçu. Et en plus, après cela, il y a comment on appelle, les ambassadeurs de l'Union européenne qui recevront aussi le président du PDCI, qui recevront quasiment toute la classe politique qui compte en Côte d'Ivoire. C'est normal, étant donné que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Donc, lorsque par exemple, il y a un événement majeur, la mai des élections qui se prépare en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal que la communauté internationale s'y implique et demande aux acteurs, surtout les acteurs de premier plan, d'essayer de se préparer à aller à cette échéance-là avec un esprit de paix. Donc pour moi, ce n'est pas un événement majeur. Bien. Voilà. Alors certains analystes estiment que ce rapprochement entre Laurent Gbagbo et la France pourrait influencer les alliances politiques en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous partagez ce même avis? Bien avant de répondre à cela, je vais la mettre au chaud, cette question, mais je vais revenir sur ce que Anouma vient de dire, disant que
lorsque le président Thiam a été reçu, il n'y a pas tellement de différence. Non, il n'y a pas de différence. Bon, c'est à peu près le même impact. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue parce que c'est une analyse qu'on fait. Il faut déjà faire appel, il faut convoquer déjà les deux profils. Premier profil, le PDCI a toujours eu de bons rapports avec la France. Il n'y a jamais eu d'interruption de relations. Alors que du côté de Gbagbo, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'aspect historique. On sait combien de fois Laurent Gbagbo a été opposé à la France. Et puis, il ne faut pas oublier la dernière actualité qui est venue. Non, mais Laurent Gbagbo n'a pas été historiquement opposé à la France. On se souvient tous que Laurent Gbagbo, dans son livre, par exemple, a reconnu qu'il a participé à la campagne du feu le président Chirac à hauteur de 2 millions de dollars, d'euros. Donc, Gbagbo n'a pas toujours été opposé à la France. Non, est-ce que oui ou non, c'est une mauvaise lecture qu'on fait en faisant croire que l'intermède, je peux dire le désamour entre Gbagbo et la France est advenu au moment où le président Gbagbo a refusé de reconnaître sa défaite aux élections. C'est en ce moment-là que, sous mandat international, la France, qui est l'acteur majeur de la communauté internationale en Côte d'Ivoire, a pris sur elle, avec le soutien de la communauté internationale, de rétablir l'ordre républicain. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le désamour. Sinon, durant même toute sa mandature, Gbagbo a filé le parfait à Tamou et la France. On se souvient tous ici que, par exemple, c'est sous Gbagbo que les contrats de Bolloré ont été reconduits. C'est sous Gbagbo que Bouygues a eu le marché du port sans appel d'offres. Gbagbo a eu une gouvernance totalement bénéfique pour la France. Et ça a été même reconnu par son ancien président de l'Assemblée nationale, le président Mamadou Coulibaly, qui a botté en touche lorsque certaines personnes ont voulu faire croire que Gbagbo avait eu une gouvernance qui était opposée à la France. Gbagbo n'a jamais été opposé à la France. Je pense que c'est une mauvaise lecture qu'on fait. On veut nous faire quelque chose qui n'est pas vrai. Bien. Bon, M. Anouman, j'ai été vraiment sage pour éviter de faire chauffer les choses pour rien. Je retiens une chose, c'est qu'il a dit quelque chose, il a parlé de désamour. C'est de cela que je suis en train de parler. On va répondre rapidement et revenir à la question. Est-ce que ce rapprochement pourrait influencer les alliances politiques en Côte d'Ivoire? PDCI, il a dit les deux profils pour revenir à ce que je suis en train de dire. PDCI, aucun problème, aucun désamour. Il revient pour dire qu'il y a eu effectivement désamour. Donc, au fait de ces deux profils-là, quand le PDCI y va, ça n'a pas forcément le même impact que celui que le président Gbagbo, même si c'est à ces dernières heures, selon ce que M. Anouman dit, qu'il y a eu le désamour. C'est au vu de ce désamour relativement à tout ce qui a pu se passer qu'aujourd'hui, cette rencontre-là attire tous les projecteurs et à ce niveau-là, ce n'est pas le même impact. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre question. Est-ce que ce rapprochement pourrait influencer les alliances politiques en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je ne pense pas forcément parce que la France ici est dans une approche diplomatique qui y va de parti politique en parti politique. Ce n'est pas dans le but de pouvoir rassembler soit l'opposition ou bien rassembler le pouvoir. Ça pourrait renforcer la position de Laurent Gbagbo à l'international? Non, à l'international, oui, il n'y a pas de souci. Là, il est en train de laver son image, essayer de se repositionner au plan international. Mais il faut savoir que relativement au jeu d'alliance qui se passe entre les partis politiques de l'opposition, il n'y a pas que lui qui sera appelé. Peut-être qu'on verra que certains groupements politiques aussi seront approchés par la France dans la droite ligne de cette action diplomatique qu'ils sont en train de mener. Maintenant, ça dépend. En fonction des objectifs des partis de l'opposition, ils auront à s'allier ou bien à aller en rang dispersé lors des élections. Mais je ne pense pas que l'initiative de la France soit dans le but de pouvoir accéder ou bien de pouvoir déboucher sur une alliance ou bien un rassemblement des partis de l'opposition. Est-ce que vous pensez aussi que ce rapprochement avec la France pourrait affaiblir le soutien populaire de Laurent Gbagbo? Non. Bon, d'abord, moi, je voudrais qu'on mette les mots à leur place. Soutien populaire, le président du PPACI a le soutien de ses partisans. Et de certains Ivoiriens qui n'appartiennent pas à ces partis politiques. Ces partisans sont des Ivoiriens. Entre le soutien de ces partisans et le soutien populaire, il y a un gouffre où il ne faudrait pas y aller. Donc, dire que cette rencontre-là pourrait... Je ramène les choses à leur juste mesure, vu que cette rencontre-là pourrait provoquer, je peux dire, une petite mésentente entre lui et ses partisans, ou bien entre lui et ceux qui l'apprécient. Je ne pense pas. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la politique
est fait de telle sorte que, généralement, et dans l'écrasante majorité, les Ivoiriens militent par leur cœur et non leur tête. Il y a aussi ceux qui ne veulent pas de coopération du tout avec la France. Non, mais le président Gbagbo a toujours coopéré avec la France, mais ça n'a pas empêché que ses partisans l'aiment. C'est le passé. Non, le passé, ça ne changera pas. Pour moi, ça ne changera pas, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Ce n'est pas ça qui va faire que les partisans du président Gbagbo ne vont pas à chose. On a même vu ici le président Gbagbo, lors de son retour, par exemple, on pourrait dire que c'est un fait familial, mais c'est aussi un fait politique. Lors de son retour, par exemple, il s'est séparé de son ex-femme, mais ça n'a pas empêché ses partisans de continuer à l'aimer, de continuer à l'idolâtrer, à la limite. Le président Gbagbo, à son retour, s'est séparé de Charles Blé Goudé, qui a fait la CPI pour lui, qui s'occupait de lui à la CPI. Ça n'a pas empêché toujours ses partisans de l'apprécier et de vouloir qu'il revienne au pouvoir. Donc pour moi, cette histoire-là ne va rien changer. Mais ses partisans ont été informés dans son livre qu'il a financé la campagne de Chirac. Il était au pouvoir lorsque il donnait les marchés aux entreprises françaises. Mais tout ça, c'est le passé. Maintenant, le présent et le futur. Ce sont ces mêmes militants qui sont là. Et moi, j'estime que ça ne changera. Ce n'est pas ça. Est-ce que ce rapprochement ne pourrait pas affaiblir, en tout cas, la popularité de Laurent Gbagbo au sein de la société ivoirienne? Effectivement, c'est possible. Il y a ceux qui sont contre un rapprochement avec la France. Parce que tout dépend de l'approche. C'est-à-dire on se souviendra que de Laurent Gbagbo lui-même et dans sa communication, pendant qu'il était au pouvoir, il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de populisme. Comme on pourrait voir aujourd'hui dans certains pays de l'AES, on voit le discours qui y est. Ça a déjà existé en Côte d'Ivoire ici et c'était sous le pouvoir du président Gbagbo. La France, on n'en veut plus. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. La France, on n'en veut plus. Donc, de ce point de vue-là, une certaine partie de ceux qui suivent Laurent Gbagbo l'ont aimé et l'ont adulé relativement à ce genre de discours radicaux. Aujourd'hui, ce même Laurent Gbagbo allait, on va dire diplomatiquement, aller vers la France, être reçu par la France, avec tout ce qu'on a pu entendre avec les révélations même de Robert Bougui dernièrement, ça amène quand même à la réflexion de certains qui réussirait quand même, avec la réflexion un peu plus poussée, à se dire que ce monsieur n'est pas celui qu'on croit. Voilà. On penserait à des gens qui ont une réflexion panafricaniste radicale. Alors que de cette position qu'on avait l'habitude de voir, et on peut le voir dans les analyses, après la chute de Gbagbo, on peut révéler certains éléments qu'il donnait, pendant qu'il faisait ce discours-là, il donnait des marchés à la France et tout, et tout, et tout. En ce moment-là, le citoyen qui, en tout cas, n'est pas tourné vers l'image de la personne et qui est tourné sur le discours, l'idéologie, pourrait être interpellé pour se dire, mais non, ce qu'on m'a fait croire, ce n'est pas juste. Voici que le monsieur raconte quelque chose et par derrière, il fait autre chose. Donc, en ce moment-là, ça pourrait effectivement affecter la popularité du président Gbagbo à ce niveau. Est-ce que Gbagbo pourra aussi tirer davantage un soutien diplomatique pour influer sur des réformes électorales? D'abord, je voudrais dire une chose. Cette histoire de désamour, je peux dire de rejet de la France par la population, je dirais, ivoirienne, pour moi... on n'a pas dit la population ivoirienne. Certains Ivoiriens parlent de la population ivoirienne. Pour moi, j'estime que la France, ce que certains Ivoiriens demandent à nos gouvernants et à la France, c'est d'avoir un partenariat qui profite aux deux peuples, aux deux pays. C'est de mettre fin à, je peux dire par exemple, à ce qu'on qualifierait de France-Afrique. Ça, c'est ce que vous voulez. Monsieur Anouma, c'est pas le cas de tous les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui ne veulent aucune collaboration avec la France. Effectivement, ceux-là, ce sont les radicaux. Tout comme ceux aussi qui souhaitent collaborer avec la France. Ceux, par exemple, qui désirent qu'il y ait un divorce, une rupture totale avec la France. Mais j'estime que c'est des personnes, par exemple, qui sont, je dirais, endoctrinées, par exemple. Parce que généralement, les chantres de cette politique-là, les chantres de cette façon de faire-là,
par exemple, les Kémy Séba, les Nathalie Yamb et autres, les Franklin Yamsi, vivent dans ces pays de l'Hexagone, vivent en France. Kémy Séba lui-même, il a été déchu de sa nationalité française, mais il s'est retrouvé en France de façon illégale. Donc pour moi, j'estime que ceux-mêmes qui le disent, qui professent cela, n'y croient véritablement pas. Bien. Le monde est un village planétaire. Alors, dernière question, on va répondre rapidement. Est-ce que ce rapprochement pourrait influer sur des réformes électorales? Bon, nous n'avons pas été présents à la rencontre. Les détails de la rencontre n'ont pas filtré. Mais le compte rendu qui a été fait de façon succincte, c'est que la question liée à l'éligibilité du président Gbagbo n'a pas été évoquée. La question liée à l'élection du président n'a pas été évoquée. Les questions ont porté sur le climat général de l'organisation de l'élection, sur les relations entre le président Gbagbo, son parti, avec la France, avec l'AES. Je peux dire ici des questions d'ordre général de la politique internationale. Concernant la question propre de l'éligibilité du président Gbagbo, cela n'a pas été évoqué. Et je pense aussi que ce n'est pas là-bas que l'éligibilité du président Gbagbo se joue. Ce n'est pas là-bas que l'éligibilité du Gbagbo se joue, parce que si le président Gbagbo devrait être réintégré sur la liste électorale, ça ne se fera pas sur injection d'une quelconque puissance. Ça n'arrivera pas. C'est un travail de justice ivoirienne. La justice ivoirienne prendra la décision qu'il faut. Maintenant, s'il advienne qu'il y a un arrangement politique qui requiert l'intervention du président de la République, ok. Mais à l'état actuel des choses, je ne pense pas que la France viendra donner injection à qui que ce soit de réintégrer le président Gbagbo. Et le président Gbagbo le sait parfaitement, puisque cette question n'a pas été abordée. Merci Arsène Anoma. Nous allons marquer une courte pause. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro dans 2 News. Mais on revient juste après pour la pub avec Lansina Karamoko qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Partie dans laquelle nous parlerons du FPI et Pascal Affi-N'Guessan qui nourrissent un projet de 4e République en Côte d'Ivoire si jamais son candidat est élu à la présidentielle ivoirienne de 2025. Passons maintenant au deuxième sujet qui nous projette vers l'avenir institutionnel de notre pays, la Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, lors de son élection le week-end dernier, a proposé une refonte du système politique ivoirien par la création d'une 4e République. Quels sont les éléments clés de ce projet et est-il réaliste de penser qu'une telle réforme puisse voir le jour en Côte d'Ivoire? Nous en parlons dans cette deuxième partie, rejoint par Lansina Karamoko. Bonsoir à vous. Bonsoir, Cédric. Merci encore une fois de plus d'accepter notre invitation. Heureux de vous retrouver. Alors, Gaël Akpa inquiète, il y a des raisons qui ont été évoquées derrière cette proposition d'Affi-N'Guessan. Qu'est-ce que ça vous inspire? Déjà, premier élément que je voudrais énumérer pour nos téléspectateurs, c'est que cette réforme, c'est une proposition. Et j'en souris que ça peut se faire par la suite d'un coup d'État, parce qu'en Afrique, on est habitué aux gens de réforme juste après les coups d'État. C'est-à-dire on vient, on suspend la Constitution et puis après, on fait un truc. Alors que cette fois-ci, on est dans un État qui fonctionne normalement, où il n'y a pas d'insécurité, où il n'y a pas de coups d'État. Et un parti politique prend sur lui de faire une proposition de réforme électorale. Alors, en ce moment-là, cela, il va de la volonté de réforme profonde de la Constitution, parce qu'effectivement, on le sait, depuis 2016, où cette nouvelle Constitution a été promulguée, de la Troisième République, bien qu'il y ait eu, qu'elle soit promulguée, il y a quand même des critiques à plusieurs niveaux. Donc, le FPI se propose de passer à une refonte encore, une réforme de cette Constitution qui va aller forcément sur une redéfinition des institutions, par exemple, ou bien une amélioration de la séparation des pouvoirs. Vous savez que ça revient tout le temps, cette question-là. Aussi favoriser un État plus exclusif. Donc, déjà, de premiers arguments. Est-ce que c'est ce qui n'est pas le cas? Non, il y a beaucoup d'éléments. On parle de séparation du pouvoir. Toutefois, c'est dit qu'en réalité, c'est écrit dans les textes, mais de l'application, c'est un peu difficile. Et par rapport aux institutions, beaucoup d'Ivoiriens pensent que nos institutions sont budgétivores. On parle du Sénat, on parle de la vice-présidence et tout ça.
certains disent qu'on n'était pas encore prêt à passer à tout cela. Donc, il y a des réformes que le FPI va proposer, mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'ils ont juste émis l'idée. Ils ne sont pas rentrés au fond de tout. Donc, sûrement, après, ils vont nous sortir un document clair qui va jeter les bases de ce qu'ils veulent. Et puis, il va falloir que le FPI puisse avoir bénéficié de la volonté populaire pour y arriver. Bien, Lansana Karamoko, comment percevez-vous cette initiative du FPI annoncée lors de son 5e congrès? Mon analyse se fera sur deux aspects. Le premier, c'est la forme. Je crois que, de mon humble avis, que Afingessa est un peu dans la communication politique. Il veut créer le buzz. Vous savez, avant d'aller à ce congrès, il était plus ou moins fragilisé, même si ce n'était pas vraiment de façon très très sensible, mais il était contesté par certaines grandes personnalités de son dispositif, notamment le secrétaire général Isiaka Sangaré, et celui avec lequel il a compéti, les Diabaté Bey, etc., etc. Donc il se sentait plus ou moins fragilisé, il fallait rebondir. En rebondissant, il faut faire un peu dans le populisme. N'oublions pas que Afi a été quand même le premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a également été le président de son parti politique jusqu'à ce que Gbagbo se retire pour créer le PPACI. Donc il est formaté dans l'idéalisme populaire dont le grand chef en Côte d'Ivoire est Laurent Gbagbo. Donc quand il fait cette annonce, il attire sur lui l'attention de la communauté nationale et internationale. C'est juste pour moi. Maintenant, si on va dans le fond un peu, c'est là que je parle du fond. Il parle de la suppression du Sénat. Il a eu un accord de partenariat avec le RHDP. Si, entre-temps, il avait été nommé, proposé président du Sénat, je suis sûr qu'il allait accepter. Et s'il était le président du Sénat, je ne suis pas sûr qu'il serait là aujourd'hui en train de dire on n'a qu'à supprimer le Sénat. Ensuite, il parle de l'indépendance, je dirais de l'indépendance de la justice et même de l'instrumentalisation du procureur. Mais n'oublions pas qu'Afi a été Premier ministre dans ce pays. C'est-à-dire que lorsqu'il était Premier ministre, la justice était dépendante de son régime. Et ça dit que le procureur qu'eux-mêmes avaient nommé en son temps n'était pas vraiment libre de ses faits et gestes. C'était sous la Deuxième République. C'était sous la Deuxième République, mais on se sert de l'histoire pour avancer dans le présent et le futur. Je le dis parce que coupeur de tête a peur quand on passe derrière lui avec un couteau. Parce que certainement, eux manipulaient le procureur, les procureurs qu'ils avaient mis en place en son temps. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui ils pensent que les procureurs qui sont là sont manipulés. Mais toujours est-il que notre constitution, le régime présidentiel très fort dans lequel nous sommes, les procureurs sont nommés par l'exécutif. Au procureur de prendre son indépendance, n'est pas obligé de suivre les injonctions que l'exécutif pourra lui donner. La séparation du pouvoir dépend de celui qui, n'est-ce pas, exerce le pouvoir judiciaire. Il a parlé de la CEI, que la CEI allait, enfin, l'organe chargé des élections allait tirer son fondement de la Constitution. Est-ce à dire que la commission électorale indépendante que nous avons aujourd'hui, donc l'organe qui gère les élections, ne tire pas son fondement de notre Constitution? Bon, je pense que Afi est un peu dans le populisme. Il sait qu'il fait de la com. Et de toutes les façons, ça revient aux populations de décider. Et tout à l'heure, la l'a dit de façon très claire. Il y a une chose est d'émettre des idées, une autre est de faire passer ces idées. Et en Côte d'Ivoire, le président de la République ne décrète pas une nouvelle République. Ça passe toujours par un référendum. Bon. S'il fait des propositions, parce qu'il a fait des annonces, et les propositions n'ont pas suivi, s'il fait des propositions, les Ivoiriens auront le temps d'apprécier. Est-ce que pour vous, il y a nécessité ou pas d'une 4e République? Il n'y a pas de nécessité. Je crois qu'il faut mettre ça sur le compte du buzz, quoi. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent le développement. Il y a le chômage qu'on n'arrive pas à absorber, quand bien même le gouvernement fait des efforts. Les Ivoiriens sont tournés sur ces questions-là. Les questions politiques, vous savez, ça fatigue les Ivoiriens. Et la jeunesse aujourd'hui se sent écrasée par toutes ces questions politiques, ces débats politiques qui ne nous amènent nulle part. Il faut plutôt
moi, à sa place, quand je suis à sa tribune, comme il a été à Yamoussoukro, je ferais des propositions fortes, n'est-ce pas, quant à trouver les moyens pour à conseiller le gouvernement quant à l'absorption n'est-ce pas, l'absorption, n'est-ce pas, du taux de chômage, comment faire pour que les jeunes qui s'intéressent de plus en plus à la vie de la nation, comment construire une nation si ce n'est pas déjà là, comment faire pour renforcer, n'est-ce pas, la construction de la nation qui est en cours. Je crois que c'est des questions qu'il faut, mais cette affaire de 4e République, ça devrait découler d'une situation exceptionnelle, mais nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle, nous sommes dans une situation normale. Bien. Il ne faut pas faire peur aux Ivoiriens. Gaël Akpa, 4e République, est-ce que ça vaut la peine? Bon, je vais venir d'abord sur des éléments que mon co-débatteur a relevés quand il parle de communication. Peut-être qu'il dit que ce vœu du président Afi est une communication, je vais dire à mon sens, c'est une communication cosmétique. Il a parlé de recherche de buzz, il a parlé de populisme. Je dirais non. Et il a parlé aussi du fait que ça soit que parce que le président Afi était un peu fragilisé par certains cadres de son parti, donc après cela, il veut faire juste de la communication. Non, je ne dis pas, je m'inscris en faux à ce niveau-là parce que en tant que parti politique, il lui est loisible aussi, c'est un de ses devoirs de pouvoir faire des propositions. Donc, une constitution, elle est dynamique, elle ne reste pas figée. Sinon, quand le président Ouattara est arrivé en 2011, il n'aurait pas proposé d'actualiser la constitution qui était là depuis 2000. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, on est à 15 ans après. Je ne dis pas que forcément parce qu'on a 15 ans, on doit changer, mais c'est parce qu'effectivement, c'est nous qui avons écrit cette constitution, c'est le peuple qui a voté en 2016. De 2016 à aujourd'hui, si le président Affi N'Guessan pense qu'il y a des choses à changer là-dedans, il ne faut pas forcément voir ça comme du populisme et la recherche d'un buzz, parce que ce qui est dedans aussi, il ne faut pas voir ce projet-là comme un projet qui appartient exclusivement au FPI, et cela aussi par rapport au nombre de personnes qui suivent le président Afi pour se dire qu'il ne peut pas aboutir. Ce sont des idées, c'est un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le projet-là va s'adapter à la réalité, c'est-à-dire il y a une constitution qui est là, il va venir proposer la différence et puis il appartiendra à tout le peuple, y compris le RHDP et les autres partis, de le consulter. Si ce qu'il dit dedans est bon et que ça peut faire avancer la démocratie, ça peut faire avancer le développement aussi et puis au plan économique, on peut regarder, mais pas forcément venir sur une 4e République. Cette 3e République qui est là, on peut faire des amendements. Mais c'est de la 4e République, on parle. Il parle d'une 4e République. Non, je suis venu à cela. Voilà. C'est juste pour parler des arguments. Une modification de la Constitution. C'est juste pour parler des arguments selon lesquels ce serait du buzz et juste de la communication. Non. À ce sens-là, c'est pour répondre. Maintenant, il aurait demandé qu'on je viens à ça aussi. Sur l'affaire de s'il était président du Sénat ou bien s'il était vice-président et autres. Le Sénat a toute sa place dans la vie de la nation ivoirienne. Ça, c'est un procès d'intention. Est-ce que vous pensez qu'il faut supprimer le Sénat? Moi, personnellement, je suis d'accord pour qu'on supprime le Sénat. On a déjà l'Assemblée nationale. Je suis d'accord pour qu'on supprime la vice-présidence parce qu'on est dans un pays où on parle de cherté de la vie. Toutes ces institutions. Mais est-ce que les sénateurs n'ont pas un rôle important à jouer également? Les députés peuvent déjà faire ce travail. Ah non, non. Je pense. Ils n'ont pas les mêmes missions. Vous allez répondre tout à l'heure. Allez-y rapidement. Les députés peuvent déjà faire ce travail. D'autant plus que tout ça, c'est législatif. Le vice-président aussi, avec toute son administration, la présidence peut le faire, y compris avec le gouvernement. Si tout allait bien dans le pays, si on était à un certain niveau, il n'y a pas de problème. Mais étant que ce soit budgétivore, ça s'est fait déjà dans certains pays. Quand c'est difficile dans le pays, quand on parle de cherté de la vie, avoir des institutions qui sont encore plus budgétivores, il faut pouvoir essayer. C'est une manière en fait de pouvoir réduire les dépenses de l'État, de la République. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'est ce que je voudrais dire. C'est dire qu'en réalité, il y a des choses qu'on peut changer. Voilà, donc ce n'est pas forcément que parce que le président Afi a envie de se faire voir qu'il propose cela. Bien, Lansana Karamoko, Afi N'Guessan propose la suppression du Sénat. Vous voulez réagir? Oui. Et puis Gaël Akpa également qui trouve que le Sénat n'a pas... Le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas les mêmes missions. Vous savez que d'ordre général, l'Assemblée nationale touche à tout.
Mais le Sénat est beaucoup plus concentré sur les collectivités décentralisées. Vous le savez, puisque le président, les sénateurs sont élus par qui? Ce n'est pas le grand peuple, c'est comme des grands électeurs. Moi, je suis conseiller municipal. Moi, j'ai voté parce que c'est nous qui devions voter le sénateur. C'est le conseil municipal, c'est les membres du conseil régional qui votent les sénateurs. Ce n'est pas le grand peuple. Avant que le Sénat n'existe en Côte d'Ivoire, est-ce que on ne réussissait pas à faire des politiques pour les collectivités? Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais je dis que les deux n'ont pas les mêmes missions. Et je ne fais pas de procès d'intention quand il dit ici Afi. Afi a voulu à un moment donné être le chef de l'opposition ivoirienne. Non, c'est un procès d'intention du moment où il n'a pas été, et vous dites que s'il avait été. Mais il n'a pas été, on ne l'a pas vu à l'œuvre. Il aurait pu être aussi, et puis pendant qu'il était, et puis demander à démissionner. On ne peut pas le savoir du moment où ça n'a pas été. C'est pour ça que je dis que c'est un procès d'intention. Aujourd'hui, vient de demander une quatrième république en ce moment précis là en Côte d'Ivoire. Il a organisé un référendum. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il faut une quatrième république. Non, vous êtes en train de déplacer. Je ne déplace rien. C'est ce qu'il a dit. Si vous voulez vous ressortir son discours. Non, ça propose une quatrième république. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas dit cela. Le contenu de la constitution de cette quatrième république, c'est ce qui se décline à certains points sur lesquels je suis revenu. Permettez-moi de revenir sur ces propos. Voilà. Je propose l'instauration d'une quatrième république, un régime présidentiel modéré, la suppression du Sénat et le renforcement du rôle et des prérogatives de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Voilà. Ainsi de suite. Il parle d'une quatrième république avec des points précis qui lui semblent essentiels. Et moi, j'ai dit qu'il n'y a aucune opportunité de parler d'une quatrième république actuellement. Et c'est en ce moment, en ce sens-là, que je suis revenu sur les différents points qu'il a cités. Je n'ai rien inventé. Est-ce que vous pensez, vous, l'ACPA, ivoirien, soucieux, n'est-ce pas, de l'avancée de notre pays, qu'il faille changer tous les 15 ans, tous les 10 ans, passer à une nouvelle république? Vous pensez que c'est le moment précis maintenant de songer à cela? Vous savez, c'est que ça nous parle de la vie chère. Quand on passe à une autre république, cela entraîne forcément des dépenses colossales pour l'État, même l'organisation, n'est-ce pas, d'un référendum. Vous pensez que c'est le moment est choisi? Je pense. Il faut être un peu sérieux, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais Afi devrait chercher notre communauté. Il parle de quelque chose qui ne peut pas se réaliser. Les Ivoiriens n'ont pas la tête à cela. D'ailleurs, quand il a dit, beaucoup de gens ont sursauté de leur fauteuil dans leur salon pour dire, mais Afi, là, qu'est-ce qu'il cherche? Oui, même moi, mon petit garçon a dit, mais donc il y a un coup d'État qui se plaint. Mais c'est quoi? Et d'ailleurs, il a dit, c'est mon fils qui me l'a dit, il dit, papa, est-ce que c'est pas ce qu'ils ont raté avec le CNT là? C'est ce qui était prévu avec le Conseil national de transition, qui est le contenu qu'Afi est en train de sortir aujourd'hui. Bon, vous savez, les gars s'interrogent et je crois que ce n'est pas d'actualité. Ce n'est pas ça aujourd'hui, le pain qu'on doit servir aux Ivoiriens. Il faut plutôt se concentrer sur tout ce qui peut nous permettre d'avancer et non venir dire on va aller dans une quatrième république. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Bien, Afi N'Guessan a aussi proposé, en tout cas, de cumuler les mandats. Est-ce que cela est réalisable en Côte d'Ivoire? Tu as dit les mandats de la Troisième République seront cumulés au fait, pour cette Quatrième République. Un exemple, un président qui fait 2 mandats ou un mandat dans la Troisième République, lorsque nous sommes dans la Quatrième République, pour le président qui avait un mandat, sera donc s'il est candidat pour un deuxième mandat, sinon s'il avait 2, il ne pourra pas être candidat à cette Quatrième République. Dans cette Quatrième République. Vous comprendrez que, en fait, le président Afi est dans une position d'adversité vis-à-vis du RHDP. On se souvient que le 4e mandat, le 3e mandat, ici on a vu le débat qui était. Pour passer de la 2e République à la 3e, c'était dit que après 2 mandats, vous ne pouvez plus avoir un autre mandat. Cette constitution est passée en 2016. On a eu le débat en 2020. Les gens sont revenus là-dessus pour dire que c'était maintenant le premier mandat de la 3e République. Donc, ce que le président Afi dit là, vous comprendrez que ça prend le contre-pied. C'est une manière de pouvoir endiguer ce genre de comportement. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle l'adversité. Et moi, je me dis que ce projet-là, on vient à un projet de constitution pour améliorer. Il ne faut pas forcément voir le chiffre 3 ou 4e mandat. Tout ce que le président Afi a proposé dans le fond,
est-ce que ce n'est pas des éléments probables? Est-ce que ce n'est pas des éléments qui peuvent faire améliorer notre Constitution? C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'étais en train de m'exprimer, j'ai dit que ce soit 4e mandat ou 4e République ou 3e République, c'est plutôt ce qu'ils proposent qui compte. Voilà, suppression du Sénat, amélioration au niveau de la CEI et tout ça. Pour moi, à mon sens, ce sont des éléments qu'il faut regarder de près et qui peuvent faire avancer notre démocratie. Est-ce qu'on a forcément besoin d'une 4e République pour pouvoir faire fonctionner mieux fonctionner notre République? Je l'ai déjà dit. Non, mais dans le fond, ce qu'ils proposent, il y a des mécanismes que la Constitution même prévoit. Effectivement, on ne va pas encore aller, comme on appelle, à un an des élections. Là. Déjà, les élections, ça coûte cher. On ne va pas encore aller convoquer un référendum. Mais la Constitution prévoit que si on veut faire des amendements, il y a un article qu'on doit toucher. Et puis tout ce qu'il a proposé là, si ça touche l'assentiment de tous, puisque ce n'est pas une affaire du FPI exclusivement, comme je l'ai dit, si ça intéresse le RHDP, ça intéresse le PPACI, ça intéresse le PDCI, ça intéresse même la société civile, parce que c'est comme ça. Une fois qu'il a réussi à convaincre tout ce monde-là, on peut passer par l'Assemblée nationale, le Sénat, pour pouvoir faire des amendements, et puis c'est tout. Bien. Voilà. Lansana Karamoko, votre position sur la proposition de cumuler les mandats dans cette 4e République en le disant, Afi donne raison à tous ceux qui ont pensé et qui ont fait la lecture que quand on passe dans une nouvelle République, les compteurs sont remis à zéro. On l'a dit ici. Afi même a contesté. Aujourd'hui, il pense qu'il faut écrire dans la Constitution que quand on passe à une autre République, on doit tenir compte de ce qu'on a déjà vécu dans la 3e, notamment le mandat présidentiel. Donc, pour moi, je suis satisfait sur ce point qu'Afi reconnaît finalement, en fin de compte, que le président Ouattara a droit à 2 autres mandats sous la 3e République. Maintenant, pour le reste, ce que l'ACPA dit, il est d'accord avec moi que le 4e mandat n'est pas nécessaire, que tu passes à un autre mandat, que ça découle, la 4e République, ce n'est pas nécessaire, que ça découle, etc. D'où, n'est-ce pas, l'aspect du buzz que j'ai dit. Afi n'avait pas besoin. Il est intelligent, Afi N'Guessan, on le connaît. C'est quand même quelqu'un qui a été Premier ministre, qui a été président d'un parti comme le FPI sous Babou. Il c'est quand même quelqu'un de très intelligent. À quoi servirait ce buzz-là, à mon sens? Mais pour attirer l'attention, le populiste. Il a déjà l'attention. Il sort d'un congrès. Il a beaucoup d'éléments qu'il a déjà énumérés. Il a déjà fait assez de l'actualité avec la question là. Le congrès du FPI, Afi est arrivé au palais des sports de Treichville en grande pompe avec, n'est-ce pas, tous ses attributs et toute sa force. Est-ce que ça, c'est pas un élément de buzz? Mais ce congrès de Yamoussoukro, vous conviendrez avec moi, si nous sommes sérieux dans notre analyse pour les Ivoiriens, qu'Afi n'est pas venu de la meilleure façon. Il fallait dire quelque chose qui puisse accrocher les Ivoiriens. Malheureusement, ça fait flop parce que les Ivoiriens se sont dit, mais qu'est-ce que lui il dit? Et d'ailleurs, au début de votre intervention, vous l'avez si bien dit qu'il aurait pu dire qu'on va faire des réformes parce qu'il y a des dispositions de la Constitution qui prévoient qu'on fasse des réformes avec l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Il n'avait pas besoin de dire 4e République. Pourquoi il parle de 4e République? C'est juste un buzz. Ça ne peut pas aller plus que cela. Bien. Mais ça n'a pas payé, malheureusement. Il a aussi parlé d'un projet de décentralisation. Voilà, il a mis l'accent sur la décentralisation. C'est un projet qui lui tient à cœur. Comment vous réagissez? Oui, la décentralisation existe déjà, mais peut-être qu'il faut y donner beaucoup plus de moyens à ceux qui gèrent, n'est-ce pas, ces collectivités décentralisées. Quelle était l'idée, n'est-ce pas, des régions qu'on a créées? D'abord, c'était le conseil général. Ensuite conseil régional. On leur donne quoi moyen? Selon les informations, selon la lecture que nous avons fait, n'est-ce pas, des textes qui régissent, n'est-ce pas, ces différentes collectivités décentralisées, il faut donner à une région les moyens nécessaires d'opérer eux-mêmes sur place le développement qui leur convient selon un planning que eux-mêmes, selon leur réalité, auront établi.
Bien. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont assez de moyens pour faire des routes? Est-ce qu'ils ont assez de moyens pour faire des ponts? Si vraiment tous les moyens sont donnés aux collectivités régionales, ils arriveront, n'est-ce pas, à endiguer ces problèmes d'infrastructure pour la sortie des produits agricoles, etc. Gaël Akpa, la décentralisation est un point essentiel du projet de 4e République de Pascal Affi-N'Guessan. C'est clair que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, la SINA parle de buzz, mais ce n'est pas une question de buzz seulement parce qu'effectivement, le pays n'est pas aussi au beau fixe. Quand on parle de décentralisation aussi, ce sont des insuffisances. Et ces insuffisances-là trouvent ou sont censées trouver leur solution dans le fond de ce que la SINA appelle le buzz. Parce qu'il a dit des choses, il ne faut pas oublier que ce sont des thématiques. Il a donné les grandes lignes, mais dans la réalisation, dans les fonds, je dis qu'on va trouver des solutions. Comme il a dit lui-même, il reconnaît, le président Affi, c'est quelqu'un de très brillant, de très intelligent. Donc, ce qu'il a dit va être, à tous ces problèmes-là, les solutions seront données. Il a dit tout à l'heure, son discours s'apparente à une question d'autonomisation de ces collectivités-là. Donc, en ce moment-là, comment matérialiser cette autonomisation, vu que c'est écrit, comme il a dit, de fait, mais dans l'application, dans la réalisation sur le terrain, on n'y aboutit pas. Donc, effectivement, dans ce buzz-là, le président Affi va pouvoir apporter des solutions. Et peut-être que la solution qu'il va proposer va trouver l'assentiment de la SINA lui-même ici. Et puis, il va lui-même peut-être être le chantre de comment on appelle, de l'application de cette proposition. Je l'aurais accompagné s'il n'avait pas parlé de 4e mandat. Voilà. Il n'avait pas parlé de 4e république. Mais dans le sens, il y a la solution. Ce n'est pas une affaire de 3e. Dernière question pour vous, pour terminer, oui. Gaël Akpa. Est-ce que le projet de la 4e République de Pascal Affi-N'Guessan est-il une avancée ou un rêve irréaliste? Avancée en termes de proposition et utopique, je le dirais, au sens de passer directement à une 4e République. Parce que je vais revenir sur un fait. Vous vous souviendrez qu'en 2016, lorsque le président Ouattara voulait changer la Constitution aussi, dans le temps, il y avait eu ce débat-là. On pouvait rester à la 2e République et faire des amendements. Mais ils ont préféré aller à la 3e République parce qu'effectivement, il y avait ce plan-là derrière de venir remettre les compteurs à zéro. C'était juste ça la réalité. Et dans le temps, l'opposition s'était opposée parce qu'on disait que non, on peut, si ça fait des réformes, on peut rester à la 2e, faire des réformes. Oui. Mais on sait que si on passe à la 3e République, ça voudrait dire que le président Ouattara pourrait mettre ses compteurs à zéro. Et c'était ça l'intention inavouée. Il y avait eu le débat et certains hommes de droit, même y compris le ministre Bakongo et même le ministre Sansan Kambiré, qui avait dit on va passer à la 3e République, mais le président Ouattara ne pourra pas se présenter. Et arrivé à la 3e République, au pied du mur, les mots ont changé, mais les écrits sont restés. Ah ouais. Donc c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui. Quand on est contemporain, quand on est contemporain de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On termine avec l'ancien Karamoko. Oui. Projet de 4e République de Pascal Affi-N'Guessan est-il une avancée ou un rêve irréaliste? C'est un rêve irréaliste. Je l'ai dit, les Ivoiriens, c'est pas ce qu'on attend. D'ailleurs, ça a sonné un coup dans nos oreilles. Et puis après, on est passé à autre chose qu'on a même oublié. Bon, aujourd'hui, on en parle pour essayer d'éclairer un peu les Ivoiriens. Sinon, dans le fond, bon, en même temps que ça sonnait, en même temps que le bruit a disparu. Bien. Alors, enfin, abordons un sujet de santé publique. Le 3e sujet de cette émission est d'économie avec la nouvelle réforme fiscale. Sur le tabac en Côte d'Ivoire, la taxe passe désormais de 49% à 70%. Cette mesure pourrait-elle freiner la consommation de tabac et générer des revenus importants pour l'État ou aura-t-elle d'autres conséquences inattendues? Vous le saurez à travers les analyses de nos invités dans quelques instants. Gaël Akpa, que pensez-vous de l'augmentation de la taxe sur le tabac de 49% à 70%? Bon, on parle de cherté de la vie. Effectivement, quand le taux fiscal augmente ou bien quand les taxes montent à tous les niveaux, que ce soit pour l'habitation, pour l'alimentation, pour la santé, on se plaint. On se bat pour que les prix soient revus pensant aux populations. Mais relativement à ce secteur-là, il faut dire que c'est une décision qui était attendue. Voilà, par nous autres et certains Ivoiriens, on s'attendait à cela.
dans un point où ça permettrait de dissuader la consommation excessive de tabac. On l'espère. Voilà, c'est l'objectif recherché. C'est dissuader de la consommation excessive du tabac, générer aussi des recettes fiscales et puis dernièrement financer des initiatives de santé. Voilà, donc pour nous, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, le tabac, on le sait, il tue. Donc si on peut augmenter les prix pour pouvoir dissuader le nombre de personnes, pour pouvoir rendre ça le plus inaccessible possible aux citoyens, c'est à saluer. Bon, c'est ce que vous dites, hein, mais ce n'est pas ce qui est mentionné. Les consommateurs ne diront pas la même chose. Les arguments n'ont pas été donnés par les autorités ivoiriennes. Lansina Karamoko, nous passons de 49 à 70% sur les taxes sur le tabac. Est-ce que ce changement pourrait-il contribuer efficacement à la lutte contre le tabagisme dans notre pays? Il faut retenir que cette hausse de la taxation est relative aux recommandations de l'OMS. La Côte d'Ivoire a ratifié, n'est-ce pas, tout ce qui est accords internationaux. Et l'OMS faisant partie de l'ONU, nous avons ratifié. Donc c'est une des recommandations de l'OMS et ensuite en conformité à la directive fiscale de la CEDEAO, de passer à 70% maximum la taxe sur tout ce qui est produit du tabac. Parce qu'il faut retenir que c'est vraiment une question de santé publique. Hein. Parce qu'un cancer sur 3 est provoqué par la consommation du tabac. Et voyez-vous, il y a plusieurs types de cancers. Hein. Il y a le cancer du poumon, le cancer de la gorge, le cancer de la bouche, des lèvres, des reins et de l'utérus. C'est-à-dire que tout le monde est concerné, aussi bien les femmes que les hommes. Et puis quand on a regardé de très près, les dépenses en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, pour accompagner tout ce qui est lutte contre maladies créées, n'est-ce pas, par la consommation du tabac, etc., la Côte d'Ivoire dépense par an près de 29 milliards par an. Or, les recettes engrangées par l'État de Côte d'Ivoire sur le secteur du tabac, c'est 18 milliards. Déjà que, en termes de recettes, la Côte d'Ivoire, même l'État ne gagne rien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a 5000 personnes qui meurent de la consommation du tabac par an en Côte d'Ivoire. Et ces 5000 personnes qui meurent, il y a environ 80% de jeunes. Aujourd'hui, le tabac, la cigarette est consommée par les jeunes. Ça commence à descendre au primaire. Hein. Au secondaire, là, c'est clair, les enfants au secondaire, on est obligé de suivre nos enfants. Quand ils viennent, tu essaies de voir est-ce qu'il n'a pas fumé. À l'école, on n'arrive plus à contrôler. À l'université, là, non, on ne parle plus. Et donc, c'est l'économie ivoirienne même qui va s'écrouler. Parce que ceux qui sont censés être nos agents de développement plus tard, ça donne à une consommation du tabac qui, finalement, va le détruire. Mais sur quoi, donc, on va reposer le futur de la Côte d'Ivoire si ce tabac-là doit tuer nos jeunes? C'est vrai que les gens parlent, n'est-ce pas, du fait que ça va faire des chômeurs, mais il faut peser, on pèse tout. Est-ce que en augmentant l'État, on ne supprime pas, mais en augmentant l'État, ceux qui veulent s'adonner quand même à l'activité pourront continuer à s'adonner à ça. Mais ils sont combien par rapport aux Ivoiriens qui pourraient se détourner, n'est-ce pas, de tout cela? C'est là tout l'enjeu. Le marché du tabac au bord de la déstabilisation, l'augmentation brutale des taxes pourrait conduire à la fermeture de la seule industrie du tabac ivoirienne, entraînant la destruction de milliers d'emplois et la mise en péril des moyens de subsistance de nombreuses familles. C'est ce que disent certains analystes. L'incapacité des acteurs du secteur à absorber un tel choc fiscal est un risque majeur, Gaël Lacroix. Faire disparaître ces industries-là, je ne crois pas, parce que des industries bien plus grosses, plus grandes que celles qui sont ici implantées en Côte d'Ivoire, ailleurs, avec cette même politique-là, résistent et vivent. Seulement, il faut s'inquiéter pour les petits commerçants. Voilà, ceux qui font les petits commerces, effectivement, eux, ils auront vraiment forcément un impact à leur niveau. Voilà. Et tout cela ne pourrait pas favoriser aussi la naissance de d'autres activités criminelles ou illégales? Si, parce que là où, avec cette hausse au niveau économique, effectivement, ce genre de décision souvent amène au développement des réseaux parallèles. Parce que, par exemple,
pour être plus concret, si la cigarette coûtait 50 francs à Abidjan, aujourd'hui, avec la hausse, peut-être ça va passer à 80 francs ou bien 75 francs. Ça devient plus cher pour celui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'addiction. Ceux qui fument n'arrêtent pas du jour au lendemain. Donc, ceux qui sont souvent de la sous-région et certains réseaux mafieux vont forcément se développer en parallèle pour pouvoir continuer peut-être à vendre la même cigarette, mais qui n'est pas de bonne qualité aussi, à peut-être 25 francs ou bien à 50 francs. Pendant que le prix officiel serait autour de 80 francs. Donc ces réseaux-là risquent de prospérer. Et à ce niveau, il faut que l'État s'y prépare, que l'État s'y attende pour pouvoir mener vraiment la lutte contre la contrebande, parce que dans certains pays, ils ne sont pas passés forcément à 70%. Donc dans ces pays où c'est un peu moins cher, ils vont passer par des réseaux parallèles, avec nos frontières poreuses et tout ça, par des choses illégales aussi, et puis par la corruption, pour faire entrer de façon illégale le tabac en Côte d'Ivoire d'une autre manière. Donc il appartient à l'État vraiment de pouvoir aussi préparer le terrain sur ce côté. Parce qu'on se souvient aussi sur le plan du cacao, on voit comment ça se passe. Voilà. Lansana Karamoko, est-ce que cette augmentation des taxes aura des répercussions sur le coût de vente des cigarettes illégales à cause de ces taxes? Même à présent, pour ceux qui ont fumé, comme nous autres là par le passé, quand on allait chez le tablier là, qui nous vend la cigarette, et parfois on demandait la cigarette qui vient de la Guinée, parce que pour nous c'est de meilleure qualité. Vous comprenez un peu. Donc, ça veut dire que ce phénomène-là existe déjà maintenant. Ce n'est pas parce qu'on va augmenter les taxes que le phénomène va croître. Il faut plutôt à l'État de prendre des dispositions, n'est-ce pas, de toutes les façons, il va toujours avoir de la contrebande. Et pour répondre sur ce que l'ACPA disait tout à l'heure, Pablo Escobar était quelqu'un qui était très aimé dans sa ville natale. Et c'est lui qui finançait tout ce qui avait comme aspect social, projet public. Mais ça n'a pas empêché son pays de le combattre, parce que de toutes les façons, la drogue, tout le monde sait, est nocive pour la santé. Et si ça peut arranger un petit groupe de personnes, mais ça peut détruire toute une nation. Et la question de la tabac, il y a un choix à faire. J'ai dit que la Côte d'Ivoire se conforme aux recommandations, n'est-ce pas, de l'OMS. Parce que la cigarette, ça devient vraiment un véritable problème de santé publique. Moi, j'ai perdu un aîné, alors qu'on lui a interdit la cigarette. Il s'est caché pour fumer, il prenait le mouchoir de lotus pour... C'est l'addiction. Pour fumer. J'ai perdu un ami aussi très cher, dans les mêmes conditions. Et la cigarette tue. On a beau écrire sur le paquet l'abus nuit à la santé, on a beau prendre des dispositions pour dissuader, ça ne marche pas. Maintenant, les enfants auront le choix entre les 1000 francs que tu lui donnes chaque jour pour aller à l'école, pour qu'il puisse se restaurer, il aura le choix de mettre les 1000 francs dans 2 ou 3 cigarettes et puis se nourrir. Et je crois qu'à un moment donné, il va finir par comprendre qu'il vaut mieux se nourrir que d'aller payer de la cigarette. Cette mesure aussi pourrait affecter l'économie ivoirienne de manière significative. Mais déjà, même que la mesure que nous sommes en train de prendre, que l'État est en train de prendre actuellement, n'est pas encore prise, que l'économie ne tire rien, absolument rien. Je vous ai fait la démonstration, on engage 28 milliards, 29 milliards par an pour accompagner, n'est-ce pas, tout ce qui est malade provenant du fait qu'ils fument de la cigarette, 29 milliards, et les recettes de la Côte d'Ivoire dans le même secteur, c'est 18 milliards. Vous voyez un peu la différence. L'État ne gagne déjà rien dedans. Mais plus grave, la cigarette est en train de détruire ce que nous avons comme base pour notre développement de demain. Bien, Gaël, la dernière question. Est-ce que cette mesure pourrait affecter en tout cas l'économie nationale d'une manière significative? Oui, affectée pas dans le mauvais sens. Parce qu'effectivement, cette mesure a été bien réfléchie. Je l'ai dit à l'entame de mes propos, elle va générer des recettes fiscales. Comme la SINA l'a dit, le système qui existait faisait qu'en réalité, on perdait parce que l'État finance ou bien s'investit beaucoup dans la réparation des préjudices de la cigarette. Alors que cette fois-ci,
on fait monter comment on appelle, on fait monter au niveau fiscal. Et il y a des fonds qui sont attendus. Le calcul a déjà été fait. Et ces fonds-là, quand l'État va recueillir, l'État va les redistribuer dans la lutte contre certaines maladies, comme on appelle, créées par le tabac. Donc il y aura une répercussion. Il y aura une répercussion positive. C'est ce qui est attendu. Mais pour finir, il ne faut pas oublier que les réseaux de contrebande vont aussi venir vraiment en force. Donc il faut que l'État soit prêt à ce niveau-là pour pouvoir les combattre. Merci. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton de cette émission avec Lansina Karamoko. Merci. Mon carton rouge est une interpellation au ministère de l'Éducation nationale. Vous savez, nous sommes en pleine rentrée scolaire et on a du mal à trouver les livres, le manuel scolaire. Par le passé, il y avait des manuels qui étaient faits chaque année, qui étaient valables 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans. Le plus âgé, quand il va en classe supérieure, il pouvait laisser le livre en bon état à son petit frère. Mais cette année, le système qui a été mis en place rend compliqué la tâche aux parents. Parce qu'il y a 3 séries de manuels au chef d'établissement et parfois même c'est au professeur de décider quel livre de quel éditeur il choisit pour les mathématiques. C'est-à-dire pour les mathématiques, d'une école à une autre, le livre diffère. Et les librairies même ont perdu complètement la boussole. Et tu arrives dans une librairie, je veux un livre de mathématiques 4e, il te dit quelle série, tu donnes la série, il dit non, on ne va pas ça ici. Jusque là, au moment où je te parle pour mon petit-fils qui est en 4e, je n'ai pas encore eu le livre de SVT et puis autre livre. Parce que je suis allé de librairie en librairie, impossible. Je suis remonté voir le directeur, il dit c'est ce que nous on a choisi. Alors, ce n'est pas uniforme à tous les établissements. Il dit non. De Daloa à Bouaké, de Bouaké à Abidjan, d'Abidjan, Cocody à Abobo, à Nyama, les livres diffèrent selon l'humeur du professeur. Donc, il faut uniformiser tout ça, de sorte qu'à la rentrée, on puisse se procurer facilement les livres pour nos enfants. Même si vous voulez changer tous les amener. En notre temps, quand tu as lu un livre de français en 4e à Daloa, tu es sûr qu'au lycée classique, c'est le même livre que celui qui est en 3e, en seconde va lire. Merci. Voilà. Lansina Karamoko, Gaël Lakba, réaction rapidement, 30 secondes sur ce carton effectivement, on se souvient qu'il y a eu les états généraux de l'éducation nationale. Cette question, elle date de plusieurs années maintenant. Je me pose encore des questions. Pourquoi ce problème n'a pas été réglé? Parce qu'effectivement, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de l'éducation nationale et surtout même aussi pour les librairies. Voilà. On va pouvoir constater sur le terrain que les libraires aujourd'hui ont des problèmes relativement à toutes ces questions, y compris les élèves qui sont les premiers impactés et aussi les parents d'élèves. C'est le lieu d'inviter le ministère de l'Éducation nationale à trouver une solution claire. Et cette solution n'est pas du tout cachée. Il faut passer à l'uniformisation. C'est le lieu aussi de faire votre carton rouge. C'est parti. Merci. Mon carton rouge pour aujourd'hui va être d'ordre de santé publique. On a pu le constater depuis un certain moment sur la place publique, dans nos rues un peu partout, la prolifération des boissons énergisantes. Vous pouvez voir de tous les noms. On ignore la provenance parce qu'apparemment aujourd'hui à Abidjan, n'importe qui fabrique des boissons énergisantes. Il y en a de plusieurs qualités, alors que ces produits-là ont un effet vraiment très très néfaste sur la population et sur la santé. C'est un peu surprenant que le ministère de la Santé ne réagisse pas. Parce que les boissons énergisantes sont riches en caféine, en sucre et puis en d'autres stimulants. En réalité, les médecins vous diront qu'un individu doit boire ces boissons-là, doit boire l'équivalent de 250 ml à 500 ml par jour. Donc, c'est-à-dire que si vous avez pris une boisson énergisante, une seule suffit pour une journée. Alors que vous allez trouver des jeunes qui en consomment 3, 4, 5, 6
Et souvent, on voit des gens comme ça, on vous dit il était bien et tout d'un coup, il est décédé. Ce sont souvent de ces choses à passer, ça provoque des arrêts cardiaques. Ça amène ça pousse l'accélération du cœur. Ça peut produire aussi des maladies du rein. Ça peut produire des maladies, comme on appelle la tension, l'hypertension. Ça peut produire, comme on appelle les arrêts cardiaques. Donc, il faut que ce secteur-là soit vraiment régularisé. Il faut qu'on fasse la sensibilisation. Si on ne vous dit pas que cette boisson que vous buvez comme de l'eau à tout bout de champ, à tous les carrefours, peut vous tuer, vous ne pouvez pas croire. Mais alors que c'est la réalité. Une seule canette suffit pour un individu par jour. Mais les gens dépassent et ça, c'est une question de sensibilisation. Il faut que le ministère prenne ses responsabilités à ce niveau. Merci Dansina Karamoko. Réaction rapidement, 30 secondes. Oui, c'est vrai, en réalité, dans ces boissons appelées énergisantes, il n'y a aucune énergie dedans. Et les gars, ils vont peut-être mettre d'autres éléments qui n'ont rien de naturel dans ces boissons-là pour donner l'impression. Sinon, quand il y a suffisamment d'énergie dedans, une personne peut pas s'asseoir et puis en prendre 10 canettes ou bien 10 bouteilles sur place. Parfois, les tables sont remplies de ces boissons-là. Et il faut que le ministère de la Santé se penche sérieusement à ce sujet. Tout à l'heure, il a dit que il y a les problèmes d'hypertension, les arrêts cardiaques, etc. Mais il y a le diabète aussi dedans. Parce que ces boissons sont très, très, très sucrées. Faites l'espérant. Plus sucrées que les boissons considérées comme normales sucrées. Ouais. Voilà. Merci. Nous sommes maintenant dans le chiffre du jour. Alors, le chiffre du jour, c'est 21. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit pas. 21. Bien. Alors, 21 morts, telle est la conséquence du grave accident de la circulation qui a impliqué un autocar et un minicar de transport en commun et un motocycliste. Le drame, selon un communiqué du ministère des Transports, s'est produit sur l'axe Soubré-Ganoa dimanche dernier, aux environs de 19 h. La sensibilisation continue, mais les accidents se répètent, surtout en cette période de fin d'année. La solution, il faut faire un peu. C'est vrai qu'il y a ces machines de vidéo-verbalisation qui ne nous lâchent pas du tout à Abidjan. Ici, même quand on paye, on dit tu n'as pas payé, on est harcelé ici. Il ferait mieux de se déporter sur ces axes-là pour contrôler ces cars-là qui font de l'excès. Et je pense qu'il faut revenir à un système qui avait été mis en place, peut-être qu'il n'avait pas été suivi. Il faut plomber systématiquement tous les cars. UTB, je ne fais pas de publicité, mais a réussi à un moment donné à plomber ces cars. Vous avez vu qu'ils ont de moins en moins d'accidents. Et cela a été fait, cela dû à un mauvais dépassement. Oui, un mauvais dépassement. Mais quand on est à une allure et qu'il y a un obstacle parce qu'il y a un mauvais dépassement, on ne peut pas éviter le choc. Et même si on n'est pas en vitesse, qu'on veut faire un dépassement et qu'il y a un obstacle, les conséquences sont... on est tous des conducteurs, hein, minime. Quand on est lancé à vive allure et qu'on veut faire un dépassement et qu'il y a un obstacle, il n'y a rien à faire, c'est la catastrophe. Mais parfois, on peut éviter et puis minimiser, n'est-ce pas, les conséquences que nous voyons. Merci Gaël, à quoi réaction là-dessus? Bien, on ne va pas ignorer l'État, comme on appelle, les efforts fournis par l'État. Et cette question, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. À la limite, on a l'impression qu'on ne peut jamais finir avec les accidents de la route. Mais c'est vrai, dans ce cas de figure bien précis, on parle d'un certain dépassement. Mais à côté de cela, n'oubliez pas que depuis un certain moment, on dénonce l'état même de la route. Et l'autoroute du Nord, aujourd'hui, est en dégradation avancée. Mais parce que ça fait un bon moment que plusieurs personnes publiques et analystes dénoncent cela. J'ai appris qu'une grande vague de réhabilitation va commencer, oui. Soit aujourd'hui ou demain, je ne sais plus la date, mais va commencer. C'est déjà bon, mais il ne faut pas attendre que ce soit dégradé ainsi, parce que cela même fatigue économiquement. Merci. Voilà. Merci Gaël Lakpa. J'ai été coupé. Merci à vous, Dansina Karamoko. Chers téléspectateurs, vous l'avez si bien constaté, que vous consommez du tabac ou de la boisson. Faites très attention à ce que vous consommez. Prenez soin de votre santé. Attention, abus dangereux pour la santé, la consommation surtout du tabac qui est très dangereux. Et également, faites attention sur nos routes. Soyez très prudents. Respectez le code de la route.
Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de vous pour suivre 2 News. Portez-vous bien et bonsoir.